Pourquoi êtes-vous parti? C'est là une question que l'on me pose habituellement, quotidiennement, même depuis mon retour. Peu comprennent vraiment qu'un jour j'ai eu le besoin impérieux de partir, de quitter cette façon de vivre pour laquelle je n'avais plus de goût, en coupant tous les liens qui m'entouraient, qui me paralysaient au point que j'en avais perdu la joie de vivre. Tout quitter, afin de m'évader sous d'autres cieux, vers d'autres hommes, pour partager leur vie, pour m'efforcer de les comprendre, tout en me libérant dans une action gratuite, mais capable avant tout de m'absorber totalement. Voilà les véritables raisons de ce départ, auquel je ne veux ajouter qu'un mot, l'aventure. Je venais de terminer le livre d'André Cogna. J'ai choisi d'être indien. Cet homme avait quitté la banlieue lyonnaise en 1961. Il avait 24 ans et sa destination fut la profonde forêt amazonienne. Remonter le grand fleuve Maroni, frontière naturelle entre le Suriname et la Guyane française, dans l'espoir d'y rencontrer d'autres hommes, et si possible, la tribu amérindienne Wayana. À mon tour, partir était irrésistible. Il me fallait désormais, à bord d'une pirogue transportant du fret à travers le pays Boni, atteindre le pays indien, situé à 450 km en amont du fleuve, c'est-à-dire presque à 5 C'est le chargement de la pirogue que je prends pour remonter le Maroni pendant 3 jours. Et là c'est assez impressionnant en fait parce qu'il faut savoir qu'une pirogue c'est très instable et il charge énormément de poids, plusieurs centaines de kilos sur une pirogue comme ça. Là c'est des sacs de ciment qui sont en train d'enlever dans du plastique parce qu'on va passer des seaux sur le fleuve. Donc on va prendre des vagues. Donc pour pas que le ciment soit altéré, je suis obligé de tout emballer dans des sacs plastiques. Et puis alors la petite inquiétude là, la question que je me pose c'est est-ce qu'on va pas être trop chargé, parce que j'ai déjà eu l'expérience de monter sur des pirogues extrêmement chargées et quand le fleuve est un peu tumultueux, c'est un petit peu, je dirais pas terrifiant, mais ça fait peur. Donc voilà, j'attends de terminer ça pour qu'après moi j'embarque encore en plus sur cette grande pirogue. Le voyage à travers cette incroyable forêt amazonienne allait commencer. La pirogue de 18 mètres, chargée de 5 tonnes de sacs de ciment pour Maripasula, allait remonter ce fleuve grandiose considéré par les autorités comme non navigable. J'avoue que je ne pensais à rien d'autre qu'aux Indiens. Le fleuve porte avec lui de hautes superstitions. Si j'étais sincère, il devait me laisser passer. Voilà, on quitte Saint-Laurent-du-Maroni. Il est à peu près 18h30. C'est un peu nuageux, mais il y a des lumières fascinantes. Donc direction à Patou. Je ne sais pas du tout à quelle heure on va arriver. A priori, il y a presque 4 heures de pirogue. Donc on va naviguer de nuit. On est bien chargé, mais ça va, ça tient bien la mer. Le fleuve. Avant la découverte de l'Amérique par les Européens, ce n'est pas moins d'une cinquantaine de nations amérindiennes différentes qui peuplaient la totalité de la Guyane et de l'actuel État brésilien d'Amapá. Les investigations historiques nous laissent à penser qu'au XVIe siècle, au moins une partie des sous-groupes, qui plus tard donneront les Guayana, vivaient sur la rive septentrionale de l'Amazone. Au début du XVIIIe siècle, remontant progressivement le Paru et le Jari, affluents de l'Amazone, ils absorbent des peuples de chasseurs-cueilleurs, tels les Upurui et les Opaguana, qui occupaient les monts Tumuc-Umac. À cette époque-là, les Wayana forment une nation vigoureuse qui amorce un lent mouvement vers le nord, sans se préoccuper outre mesure des envahisseurs venus de l'autre côté des mers. Ces envahisseurs apportent pourtant de nouvelles et nombreuses maladies, comme la rougeole et la tuberculose, qui se propagent d'un individu à l'autre à une vitesse foudroyante. Les Wayana s'enfoncent dans l'immensité de la forêt, mais n'échapperont pas aux grandes épidémies. Le XXe siècle débutera sans que personne ne soit parvenu à faire sortir de leur isolement
les Amérindiens de l'intérieur. Ils furent oubliés, ou on les crut éteints, jusqu'à ce qu'en 1930, la mission Monte-Richard ne retrouve leurs traces. Désormais, au nombre d'environ 2000 individus sur le Haut-Maroni, le noble peuple des Wayana forme aujourd'hui une tribu pacifique vivant au quotidien avec l'esprit de la forêt. La pirogue se contorsionne sous l'effet des efforts entre l'effet des puissances du moteur et ceux du courant. C'est assez impressionnant. On a l'impression qu'elle pourrait se casser en deux par moment, mais non. C'est flexible, c'est fait pour. Le plus dangereux, en fait, serait d'embarquer vraiment une énorme vague d'un côté de la pirogue, et là, effectivement, ça serait la catastrophe. Cherche un grand morceau de bois, un morceau de bois suffisamment costaud pour désengager la pirogue qui est à l'autre côté et coincée sur un rocher. Véritable réserve de vie, la forêt amazonienne contient 20% des espèces animales et végétales de la planète, ce qui est bien entendu colossal. Naturellement, les dangers y sont nombreux, autant dans l'ombre des gigantesques feuillages que dans le lit des fleuves. La rivière est un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales, telles que le caïman, l'anguille électrique foudroyante, les raies, dotées d'un venin extrêmement douloureux, l'anaconda pouvant atteindre 10 mètres, capable d'entraîner un homme au fond des eaux, et les grands bancs de piranhas, qui, contrairement à la légende, n'attaquent que si le sang coule abondamment d'une large plaie. De la même façon, ce prodigieux sous-bois ininterrompu abrite 1 tonne d'insectes à l'hectare. De nombreux serpents tels que le grage, le serpent corail, le mamba vert, qui donnent la mort en quelques minutes. Mais aussi l'agressif cochon-bois ou le jaguar, régnant en maître absolu sur son vaste territoire. La pirogue affronte le courant mais elle est dégagée. Je peux vous dire que tout le monde fait un grand ouf. Après un accueil exceptionnel, je quitte le village Boni de Vieux Grand Sentier. Les seuls à pouvoir me faire remonter à travers les eaux tumultueuses sont les Noirs Marrons ou peuple Boni, véritables rois du fleuve dont même l'armée ne peut se passer. Anciens esclaves de la Guyane hollandaise, aujourd'hui le Suriname, ils se révoltèrent il y a 300 ans contre leurs maîtres hollandais et prirent leur liberté par les armes. Pour vivre paisiblement et suivre leurs coutumes animistes, ils vinrent s'installer sur les rives du Maroni, devenant alors le pays Boni. Toute cette portion est jalonnée d'une multitude de petits villages, donnant au fleuve un caractère d'une rare intensité de vie. La dimension humaine qui règne en ce lieu est véritablement proportionnelle aux dimensions du fleuve.
Allez, apoya. Allá él botó boco. Allá él boco. Bon, bah voilà, comme un accident peut toujours arriver, comme je le disais tout à l'heure, on en a eu un. Voilà, la pirogue a explosé, encore heureux. Pour moi, j'ai récupéré toutes mes affaires, j'ai récupéré ma peau aussi, quelques égratignures, mais ça va. Par contre, pour les piroguiers, ils ont tout perdu, la pirogue a explosé, le chargement de fret est au fond du fleuve, il n'y a plus rien. Heureusement, deux pirogues sont passées à côté. On redescend donc sur Grand Senti pour ce soir évidemment. Et puis demain on remonte, Maripasoula avec de toute façon une pirogue plus légère. Une petite erreur, même au meilleur piroguier ça arrive. On vient de passer un saut là en descente, des creux de 2 mètres. 2 mètres de creux, ça fait un peu peur quand même. Enfin, ça est sauf, ça c'est du live. Yes. Inch'Allah. Remis de l'émotion extrême de ce naufrage, dans lequel toute l'équipe et l'équipage a eu beaucoup de chance, je repars avec cette nouvelle pirogue pour parcourir les derniers kilomètres de fleuve nettement plus calmes jusqu'à Maripasoula. Je rencontre maintenant les premières barges d'orpailleurs. Le plus gros problème de la recherche de l'or est l'utilisation du mercure, permettant de séparer l'or fin de la terre, mais qui malheureusement, absorbé par les poissons, contamine la population du fleuve. J'arriverai donc à Maripasoula dans quelques heures, où j'espère rapidement rencontrer le premier Indien Wayana, pouvant me faire entrer en pays indien et me déposer à 2 heures au-dessus de Maripasoula, sur l'île d'Antekumpata. Maripasoula po li Japatau. Pamula. Mope pupte wapsik. Ase mnana hale antigu patak. Malman hakene dua naga tuime boleh hamua. Masih mnana hale hemala antigu patak. Antekumpata. Cela voulait dire le village d'Antekoum. Et Antekoum, le nom indien de cet étrange animal qu'est le paresseux. En vérité, je ne savais pas grand-chose de cet homme nommé ainsi par les Indiens. André Cogna remonte le Maroni en 1961 pour assouvir sa grande soif d'aventure et de rencontre avec d'autres hommes. Il fait naufrage et perd l'intégralité du matériel de son expédition. Les Wayana s'occupent de lui et 6 ans plus tard, le grand chef Malavat en fait son fils adoptif. À partir de ce jour, André devient un Wayana et construit son village, Antekumpata, en vue de protéger son peuple d'adoption et le peuple amérindien en général. Et c'est superbe. C'est le Carbet, dit de passage, mais qui là est en l'occurrence une très belle maison en bois qui m'est offert, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'ici on ne le paye pas, pour mon séjour avec ces charmantes personnes apparemment, très discrètes, au premier abord. Qu'est-ce qu'il
qu'est-ce qu'il a tué de blanc avec les arcs. Qu'est-ce qu'il a tué là avec les arcs, les blancs? Non, les blancs ils ont des arcs aussi, mais c'est plus pour faire un sport. Ah bon? Tu vois. Il y en a qui ça existe toujours, il y en a qui pour le plaisir chassent encore à l'arc. Bon, c'est très peu de gens, mais il y en a encore qui par plaisir le font, soit avec l'arc ou alors tu sais l'arbalète. Oui, oui. Voilà. Mais bon, c'est très peu de gens. Sinon, l'arc existe toujours, mais bon, c'est avec une cible et c'est pour le sport. Tino, il chasse au fusil. C'est une sacrée technique hein, pour faire les flèches. Hein. Tu es né dans quel village au départ? Avant? Oui, avant. J'étais né côté brésilien. Ah, d'accord. Sur le Yapok? Non, côté Jari. Ah, d'accord. Ok. Mon frère, il est né ici. Ouais. Mon fils aussi et tout, il est né ici. Ma femme avec ma mère, mon père, évidemment. Avec ma famille qui est tout, il est né côté Jari. Et t'as encore de la famille sur le Jari? Jari, non. Non. Il y en a là-bas. L'autre côté, côté Barou, il y en avait des familles, ma famille. Ouais. Mais il est très loin. Ouais. Je ne tourne pas là-bas. Ouais. Je reviens ici de 1966. Ouais. 1967, je travaille ici pour nettoyer pour les villages ici. Avec André. J'ai déjà dit avec un Mexicain, je voulais travailler un peu avec lui. Bon, il a dit d'accord, mais après je reviens travailler avec lui, avec mon père. Ouais. Je travaille toujours ici. Aujourd'hui, moi j'en avais 53 ans. 53 ans. Un peu vieux, oui. C'est vraiment bien en tout cas d'avoir fait ce village ici. C'est vraiment bien. Il y a la paix. Ces flèches sont magnifiques. Si tu vas à la chasse, tu nous dis? Ça, j'ai jamais encore fait vraiment suivre quelqu'un pendant la chasse. Parfois, on n'a pas de partir tout de suite. Non, on a du temps. On a du temps pour la chasse, voilà. La pêche. Voilà. Et puis alors la grande fête c'est samedi, c'est ça? Oui, samedi, je sais pas. Ouais. Samedi, peut-être vendredi. Ouais. Jusqu'à 3 jours, peut-être dimanche. Bon, tout à l'heure, Denis. Tout à l'heure. Merci.
À l'approche d'une grande fête, la tribu Wayana s'affaire à la préparation du kaishiri, unique boisson alcoolisée que les Indiens fabriquent depuis la nuit des temps. Contrairement aux alcools des Occidentaux, il ne fait que 2 degrés et n'est donc pas dangereux pour les Indiens. Durant les fêtes, le kaishiri se boit en grande quantité et ne peut être refusé quand il vous est offert. Les fêtes durent plusieurs jours et ne cessent que lorsque le kaishiri est terminé. Ils utilisent les racines de manioc qu'ils râpent, font bouillir puis fermenter, après en avoir extrait le jus toxique. Le manioc est cultivé dans un nabati, petite portion de forêt qu'ils déboisent intégralement et renouvellent chaque année. Ils y cultivent également la banane et le coton, qui serviront à la fabrication des hamacs. Contrairement aux idées reçues, lorsqu'elle est conduite dans les conditions traditionnelles, l'agriculture amérindienne est très productive. Voilà maintenant 3 semaines que je partage la vie des Indiens. Après m'avoir longuement observé pour savoir sans doute s'il était possible de faire de moi l'un de leurs amis, leur curiosité et leur grand sens de l'hospitalité a effectivement pris le dessus. Aussi, mes pêches infructueuses les ayant bien fait rire, ils se sont finalement décidés avec bonne humeur à m'inviter dans leur partie de chasse et de pêche quotidienne, ainsi qu'à partager tous leurs repas. fruits, ça. Ouais. C'est spécial pour les singes. Si tu tires n'importe où, ça va rester sur l'arbre, en haut.
Singe. Quata. Ça c'est Quata, j'ai tué là, ici. C'est pas trop loin quoi, tu sais. Bon, on va. Le singe attelle ou singe araignée est caché sous les feuilles entre les racines de ce grand arbre. Et on repassera le chercher tout à l'heure, mais il est bien caché parce que Apaï a peur évidemment en fait qu'un jaguar trouvant ce gibier s'en fasse un repas très facilement. Alors là, un truc assez étonnant en train de se passer. Apaï retrouve son chien en pleine forêt. Parce qu'apparemment, il l'avait perdu quelques temps auparavant. Il s'était perdu dans la jungle. Alors, on vient de passer, on a entendu un bruit, on a cru que c'était une bestiole. Et en fait, c'est son chien. Il vient de retrouver son chien. C'est Ayopan, un jeune indien d'environ 30 ans, qui me fera signe le premier pour que je vienne m'asseoir sous le carbet familial afin de déguster de très gros piranhas, coumarous, poissons-tigres ou des gibiers tels le singe, le toucan ou la biche que l'on mange avec la cassave, grande galette de manioc. Alors, comme c'est un délice ici même de leur manger la tête, je vais voir ce que ça donne. Elle mord, il faut l'écraser la tête, et c'est très nerveux. Ça pique et ça mord. Donc t'aimes beaucoup ton village. J'aime bien Tegumpata. Un jour, j'aimerais aller en ville, mais pas pour toujours. Ouais. Juste pour me promener. Ouais. Commencer en ville. Voir comment c'est quoi. Oui. Ouais. Si je n'irai jamais, je ne sais pas pour se promener. Je ne sais pas comment on mange en ville. Parce que ici, j'ai mangé comme ça. Je peux essayer. Avec la main. Quand j'irai à Cayenne, je ne mange pas avec ma main, je mange peut-être avec une fourchette et des cuillères. Ah mais c'est vrai que la vie est tranquille en Tegumpata. Oui. Mille fois merci et du fond du cœur de nous recevoir dans ton village, en Tegumpata. Mais nos merci n'existent pas en Guyana. Il y a des choses qui sont naturelles. Bon, alors, merci quand même. En Tegumpata, donc, qui est désormais l'un des villages Wayana les plus importants, que tu as créé en 1967. En fait, au départ, tu quittes l'Europe et la France métropolitaine en 1961, a priori dans l'unique but de faire momentanément, dans l'unique but de faire un reportage sur les tribus amérindiennes. Et finalement, tu ne reviendras jamais. C'est pas tout à fait ça. Hein. Ouais. Je suis parti pour réaliser un rêve d'enfant. Depuis tout gamin, je rêvais de voyages, d'aventures, de rencontres avec des hommes dans le monde, avec des Amérindiens, mais je voyais surtout ceux d'Amérique du Nord. Donc j'ai joué aux cow-boys, indiens cow-boys. J'ai été soit le cow-boy, soit l'Indien, bien sûr. Et puis plus j'ai grandi, plus mon désir et mon rêve devenaient forts. Et en fait, un jour, j'ai voulu envie, non pas pour faire un reportage, mais pour voir, pour connaître, pour découvrir, pour moi, accessoirement faire quelque chose. Mais je veux dire, au départ, ce n'était pas de faire partir pour réaliser un reportage ou un film. C'était simplement pour réaliser quelque chose qui était très fort en moi. Et c'est vrai que je suis arrivé en 1961. Et j'ai commencé par la Guyane, parce que la Guyane, c'est un pays dont on avait beaucoup parlé dans les années 50 avec l'histoire de l'histoire Moufray. Oui. Voilà, et puis je savais que j'allais rencontrer
différentes populations. Et pour moi, c'était un petit peu le tremplin. La Guyane était un peu un tremplin avant d'affronter la forêt amazonienne, enfin le Nord-Brésil, puisque j'avais un périple qui était prévu entre la Guyane et le Nord-Brésil. Et bon, je suis arrivé ici, et puis indiscutablement, je suis tombé amoureux d'un pays, quoi, parce que la Guyane, c'est la rivière et la forêt, surtout la rivière et la forêt, et puis les hommes qui l'habitaient encore, mais qui l'habitaient à ce moment-là, de façon assez différente. Et là, je suis tombé amoureux de tout ça, je n'en suis pas rendu compte aussi nettement que maintenant, bien sûr, mais ça a été net, quoi. Et je veux dire, il y avait deux choses qui me passionnaient, qui est le côté purement aventureux, c'est-à-dire faire des remontées ou des centres de rivières ou des parties terrestres en solitaire. Bon, parce que ça, je trouve ça assez passionnant, même si c'était difficile. Et puis la rencontre avec les hommes, qui était autre chose que je dissociais du côté purement aventureux. Donc j'avais entre autres prévu de faire le chemin des Émerillons, de remonter le Yapok en solitaire, avec un petit canot, pagaie bien sûr. Et bon, un beau jour, je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas assez vite, je ne pourrais jamais le faire, parce que j'étais trop pris par quelque chose. Tu n'as même pas pris le temps d'apprendre à nager d'ailleurs pour le faire. Oui, mais ça c'est pour certaines personnes, ça peut c'est vrai que ça paraissait important, mais bon, quand on est jeune, mon but, je sais pas, moi il y avait beaucoup de choses. Je savais que j'avais un handicap, que je ne savais pas nager. Mais bon, je m'en suis sorti là. Donc jusqu'au moment où en fait tu vas aller jusqu'à, avec les Indiens Wayana, passer toi-même le maraquet, passer ton premier maraquet. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, d'abord qu'est-ce qu'est le maraquet et puis comment ça se déroule? Non, c'est quelque chose de logique, je veux dire. On arrive chez une population, encore une fois il faut se remettre dans le contexte, 61. Alors il y a des gens, des ethnologues, des scientifiques donc, qui eux, déjà à l'époque il y avait deux écoles, quoi. Les gens qui arrivent et qui disent la meilleure façon d'étudier, de comprendre, c'est de regarder vivre les gens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Puis la deuxième école, ils sont peut-être les moins nombreux en fait, elle dit il faut s'intégrer et vivre avec. C'était évident que de mon côté c'était ça. C'était l'intégration. Donc ce qui me plaisait c'était cette forme de vie et tout. J'assiste à cette fête, cette cérémonie du maraquet qui a été lancée pratiquement peu après ou un petit peu avant mon arrivée. Donc je me suis informé, j'ai essayé de comprendre ce que c'était et j'ai dit bon bah tiens, ce serait intéressant de subir, de passer cette épreuve pour voir comment on réagit, pour avoir des sensations plus proches. Alors ce qu'on appelle le maraquet, c'est en gros une cérémonie qui consiste, dont le but est d'appliquer une vannerie contenant des insectes emprisonnés par l'abdomen dans une vannerie donc, et ces insectes étant soit des guêpes, soit des fourmis, soit des guêpes, soit des abeilles. Et avec des fourmis, des guêpes, des abeilles différentes en fonction du nombre de maraquets que l'on passe. Ça veut dire qu'il y a un degré de douleur qui est différent. Voilà. Et le but, il y a plusieurs buts à ça. C'est pour les jeunes qui passent l'épreuve pour la première fois, c'est un peu une cérémonie d'initiation, c'est-à-dire qu'ils changent de tranche de vie en somme. Un petit enfant, on pouvait passer le maraquet à l'époque à 8, 10, 12 ans, hein, 10, 12, quoi, disons. Donc à ce moment-là, il ne devenait pas un adolescent ou un adulte, mais il changeait, il avait passé le maraquet. Donc il avait montré un certain courage, subi, voilà, une force de caractère. Donc il changeait un petit peu. Et les jeunes filles qui, elles, passaient le maraquet à l'âge de puberté, c'est-à-dire à leur première règle. Donc à ce moment-là, c'était déjà dans la nature. Elles étaient à même de pouvoir se marier et de pouvoir procréer, d'avoir des enfants. Donc c'était ça, quoi, de passer d'un stade à l'autre. Mais il n'y a pas, le maraquet, c'est pas uniquement consacré aux enfants, c'est une épreuve qui s'adresse un peu à tout le monde, soit des adolescents qui ont passé déjà un ou plusieurs maraquets, soit des adultes, des gens même relativement âgés qui peuvent accompagner leur fils ou leur femme, certains membres de leur famille. Et disons que d'après la tradition, autrefois, on devait subir 7 épreuves dans sa vie. Bon, c'était le chiffre idéal. Même quand je suis arrivé, il y en avait peu qui avaient subi les 7 épreuves, 3, 4, certains, 2, 3 aussi. Voilà. Mais donc
le but c'est ça, mais il y a un ensemble de cérémonies, de fêtes, et ça peut s'étaler, ça pouvait s'étaler sur plusieurs mois, 6 mois, 1 an, ou même voire plus. Chaque fête durant qu'on appelle les danses, les chants du Kalaou, qui durait 3 jours et demi. Et se passer dans le temps, parce qu'après il fallait repréparer de la boisson, repréparer certaines parures et tout. Donc ça pouvait, en fonction de ce qui se passait dans le village organisateur ou le village répondant, eh bien, ça pouvait être plus resserré ou plus éloigné s'il y avait des gens malades, des décès et autres. Comme ça. Comment vois-tu finalement l'avenir de tout ce peuple, le peuple amérindien en général, et puis après bien sûr plus précisément au niveau des Wayana et de ce que tu as mis en marche? En ce qui concerne le groupe des Amérindiens et surtout le groupe Wayana, moi je pense que depuis un certain nombre d'années, ils sont un carrefour important de leur existence. Et que en fonction des directions qui sont possibles, qu'ils pourront choisir, eh bien ça pourra être d'une façon totalement différente. C'est vrai que j'aimerais bien qu'ils essayent de prendre le bon côté de ce monde occidental, ce qu'on essaye de faire, pas toujours et avec succès, parce qu'il y a d'autres côtés le mauvais côté est toujours plus facile à venir ou à récupérer. Voilà, on est tenté par ce côté clinquant et gadget de ce monde occidental. Donc ce que j'aimerais, c'est que ce qu'on essaye de faire, en tout cas comme Pata, à travers l'école où on fait par exemple un CP cours préparatoire Wayana, c'est-à-dire on apprend, c'est quelque chose, une démarche privée, associative. Donc on apprend aux enfants qui vont à l'école à lire et écrire leur langue, suivant une phonétique internationale, qui n'existait pas autrefois, puisqu'il y avait uniquement une langue orale, je dirais, et qui n'était pas écrite. Donc pour bien leur montrer qu'à travers l'école, on veut leur apprendre quelque chose dont ils ont besoin, une langue véhiculaire par exemple, qui leur permettra de se défendre avec les gens de l'extérieur, qui ne soient pas à la merci de quelqu'un, même si ce quelqu'un s'appelle André Cogna, c'est très important. Il faut qu'ils puissent se défendre par eux-mêmes. Mais dans l'école, on commence par une chose, leur langue. Mais on a une richesse de vie qui est importante et qu'il faudrait que les jeunes, les nouvelles générations comprennent qu'il ne faut pas laisser partir, qu'il faut intégrer à leur patrimoine et conserver d'une certaine façon et pouvoir intégrer encore une fois dans leur vie future. Oui, parce que encore une fois on se rend bien compte en venant vraiment ici que cette richesse de vie dont tu parles justement est tout à fait concrète et très palpable. Ça, on peut en témoigner. Merci beaucoup André, du fond du cœur, merci beaucoup. Est-ce que c'est joli? Très bien. Mais oui, c'est beau, oui. Et alors celui-là, c'est holoc, ça. Ça c'est un holoc. D'accord, alors il est un peu emmêlé, c'est un type de holoc qui s'accroche dans les plumes principales, je pense avec les plumes de harin. Non, comme ça, comme ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Comme ça? Non, tu sais, qu'on accroche sur le ventre. Ah ouais, d'accord, autour. Oui. Oh, ok, donc c'est pour faire la décoration du holoc. Ça se met sur l'armature. Très beau holoc. Vraiment comme presque comme une auréole sur le dessus de la tête. Très joli, avec les plumes. Voilà. Ça c'est pour fumer. Pour le teint de femme. D'accord. Oh, c'est magnifique. Tout en petites perles. Hein. Toutes petites perles. C'est assez lourd donc du coup. On a deux holocs plus simples. Voilà, comme ça. Et c'est pendant ces danses-là qu'on parle avec les esprits. Pour passer le maraquet. Pour passer le maraquet. Il y a des nouveaux candidats au maraquet maintenant. Tu vas le passer? Non, tu vas le passer? C'est maraquet. Nous trois. Ah. On retrouve
des élytres de coléoptères qui cachent leurs ailes. Petite carapace, un joli claquement. Voilà. Très grande plume de haras. Oui. Là, on peut vraiment s'imaginer l'intégralité, ce que pouvait donner l'intégralité d'une parure entre les colliers, les holocs, les plumes. Et il s'agissait en réalité pour les plus grandes fêtes de parures réellement somptueuses et magnifiques, multicolores. Le tout étant fabriqué uniquement avec des composants végétales, animales. Tout est vient totalement de la forêt. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de la fourrure. Le petit singe. Attelle, singe attelle. Oui. Ah ouais, d'accord. Tu vas marquer. Ouais. Comme ça. Ça, le pas devant. Derrière. Comme ça. Les appuyer comme ça. Attacher comme ça. Ça fait toute la coiffe. Ouais, donc ceci va devant, cela derrière. Et après, entre les deux viennent les d'autres grandes plumes, donc comme celle-ci, pour faire toute la coiffe. Cela quand on fait, donc quand les plus jeunes font le maraquet. C'est-à-dire ce rituel qui consiste à être piqué de partout par des très grosses fourmis et des guêpes. Pour apprendre à résister à la douleur. Merci beaucoup Kissaï. Merci beaucoup, c'est magnifique. Tu devrais dire au village qu'on fasse encore les danses avec tout ça, parce que c'est tellement beau. Oui, c'est parce que maintenant, il n'y a pas de marqué. Et oui. Il y a un marqué, tu as bien comme ça. Très joli. Et oui. Faudrait inciter les jeunes à faire le maraquet comme c'est leur tradition, et à essayer ou même juste pour faire des fêtes. Ah oui. Parce que c'est tellement beau que c'est dommage que ça soit dans une boîte. Oui. Merci beaucoup pour ça. Au moment de la saison sèche, les Indiens organisent une grande partie de pêche collective, qu'ils appellent la nivrée. Cette technique de pêche ancestrale s'opère grâce au jus toxique d'une liane qu'ils trouvent dans la forêt. Ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres à travers la jungle avant de la trouver. Les familles se rassemblent alors au bord du fleuve pour piler à l'aide de grosses massues la plus grande quantité de liane possible. Une fois trempée dans les eaux du fleuve, la liane répandra sa substance soporifique et endormira systématiquement le poisson. La nivrée est sans doute l'événement qui chaque année ressoude naturellement toutes les générations, car désormais jeunes et anciens ne vivent plus dans le même état d'esprit. Seuls les plus jeunes Wayana parlent français, ayant reçu les bases d'une éducation scolaire, soit à l'école d'Antekumpata ou à l'école de Maripasula. Malheureusement, les jeunes Indiens, ayant un contact prolongé avec le monde extérieur à leur région, ou gagnés par les tentatives d'évangélisation venues du Suriname ou des États-Unis, perdent leurs repères et sombrent dans l'alcool, la dépression ou la drogue. Les repères psychologiques et spirituels apportés par la structure de la tribu sont la clé de voûte de leur équilibre et de leur sens poussé de l'harmonie. Il n'est donc pas rare que la perte de leurs pratiques spirituelles pousse de jeunes Indiens au suicide, car ils ne comprennent pas les phénomènes de la dépression qui les envahit peu à peu. Cependant, le travail essentiel effectué à ce sujet par André Cogna depuis 1967 a pour ainsi dire atteint son objectif,
car il est évident que seule cette persévérance a permis aux Wayana du Haut-Maroni de pouvoir vivre aujourd'hui dans une bonne harmonie avec leur tradition. Pour les anciens et la tranche d'âge moyenne, ce douloureux problème ne se pose pas. Il reste fortement ancré dans une vision cosmogonique de l'univers, fabuleusement décrit dans La Pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Pour les Wayana, la famille est indestructible. L'homme et la femme ont leurs fonctions bien définies. L'homme maîtrise l'art de la chasse et de la pêche. Il déboise les abattis, dompte les courants du fleuve lors des voyages en pirogue et construit les carbets. La femme prépare les repas, cultive l'abbati, s'occupe des jeunes enfants. Elle prépare aussi le caïchéri pour les fêtes et fabrique les parures de certaines cérémonies. La fabrication de divers objets d'art relève autant du plaisir de l'homme que de la femme. Enfin, comme il se doit, l'homme transmettra son savoir à son fils et la femme à sa fille. Et toi le déneige. Allez, combien de camps ont-ils établi? Qui veut répondre? On lève le doigt, on ne crie pas. Céline, combien de camps ont-ils établi? Tu me fais une phrase, hein? Mais t'as marqué beaucoup trop après. Parce qu'on te demandait la première ligne, ça suffisait. Ça suffisait la première ligne. Autrement, c'est bon, oui, tu m'en as mis beaucoup. Ah oui, mais c'est pas la surface d'un corps. C'est pas qu'à la surface du corps, ça c'est une fente petite. Mais une crevasse, c'est pas du tout ce cas que dans ce sens-là. Nous on faisait la montagne. Donc tu mets. Je vais mettre à la définition. Tu es instituteur à Haute-École Bata et tu t'occupes du cours moyen, c'est ça? Ouais, le cycle 3, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2. 3 classes dans un cycle. Alors, j'ai cru remarquer que tu utilisais de façon assez pertinente l'humour pour communiquer avec les enfants. Bah, ça tient en fait, c'est la mentalité Wayana, ils aiment beaucoup tourner les choses en dérision plus ou moins. Donc pour faire passer quelque chose qu'ils ont du mal, des fois un petit peu d'humour ça aide à faire passer les choses. Ouais. Mais bon, c'est pas de la rigolade, c'est du travail quand même. Hein. Quand ça dépasse certaines limites, non. C'est moi qui fixe les limites, c'est pas eux. Et alors sur le plan du programme que propose l'éducation nationale aux enfants Wayana, qui en fait est le même que pour les enfants métropolitains, est-ce que parfois tu rencontres des difficultés? Oui, non, ça oui. Au niveau de la langue, en fait, en métropole, à part pour les enfants, les primo-arrivants, c'est-à-dire des parents qui viennent d'émigrer, qui viennent d'arriver en France, où les enfants, bon, à la maison, ça ne parle pas encore le français. Sinon, 95% de nos petits français, enfin nos petits métropolitains, même si les parents ne parlent pas le français, ils sont baignés dans le français. À la télé, il y a du français, dans la rue, toutes les pubs sont en français, les affiches sont en français. Tandis qu'ici, et sur le fleuve, la langue maternelle n'est pas le français. Le français est un petit peu une langue étrangère, une langue secondaire. Donc tu rencontres des difficultés qui sont liées à l'emploi de leur langue. Par exemple, dans le Wayana, le E se prononce E, alors que nous c'est E. E, c'est quand on met un accent grave, aigu ou circonflexe. E, pour eux, un E tout seul prononceront E. Donc souvent, tu vois, si tu fais le verbe chanter, ils ont chanté, ils te mettent ils ont chanteux. Parce que pour eux, quand il y a un point, un tréma ou un accent, on prononce E, et quand il n'y a pas d'accent, on prononce E. Donc à des moments, ça c'est un petit problème. Un autre problème aussi que tu rencontres, c'est le genre. Il n'y a pas de genre dans la langue Wayana, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la distinction entre le féminin et le masculin. Donc souvent, tu as les enfants, il va te dire, tu parles d'une fille, qui c'est qui a fait ça, il va te montrer une fille, il va te dire c'est lui. C'est lui, donc non. Mais sinon, après, tu respectes les programmes de l'éducation nationale. Mathématiques, tu respectes intégralement les programmes. En français, par contre, c'est sûr que tu es obligé d'adapter par rapport au fait que ces enfants, leur langue maternelle n'est pas le français, le Wayana.
C'est ça que tu es obligé de t'adapter. Mais sinon après, vous avez vu quand j'ai fait le cours d'histoire, on a fait les Gaulois et les Romains, avant on avait fait la préhistoire. Et bon, ce qui se passe, c'est que vous ne l'avez pas vu parce que quand vous êtes arrivés, ils avaient déjà fait les séances, ils étaient à l'écriture de la leçon. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours un repère par rapport, franchement, on ne peut pas dire. Nous, on est métropolitains, nos ancêtres, les Gaulois, les Francs, ça nous semble logique. Eux, ce sont des Amérindiens, nos ancêtres, ce n'est pas des Gaulois. Donc on travaille par groupe, il y a 4-5 groupes, ça dépend des séances qu'on fait. Normalement, j'essaie de faire 5 groupes, et il y a toujours un groupe qui est centré sur ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, que se passait-il en Guyane ou en Amérique du Sud, ou en Amérique en général. Voilà. Donc pour les Amérindiens, voilà. S'il y a un repère historique à ce voilà. Donc eux, ils sont situés, ils voient que quand nous, on est à préhistoire, ils sont encore à préhistoire à peu près eux. Quand nous, on attaque la période de l'Antiquité, eux, ils sont encore dans une période préhistorique. Bien sûr. Là, on a vu qu'on a commencé à voir, que commençaient à se former quelques civilisations, les Olmecs, les Toltecs. Et ça, on fait en parallèle. C'est pas prévu dans les programmes, c'est moi qui fais ça un petit peu. Parce que, c'est moi qui fais ça parce que ma spécialité c'est l'histoire-géographie, donc j'aime bien. Donc j'ai envie qu'ils se situent par rapport à leur culture un petit peu. J'espère que ce sera pas mal vu par l'éducation nationale. Mais autrement, l'ensemble des programmes est respecté. Le participe passé, tu l'apprends, l'attribut du sujet, tu l'apprends, l'épithète, tu l'apprends. Je te soutiens dans ce sens parce que je pense que c'est vraiment une très bonne initiative et une bonne chose pour eux à leur égard. Et alors enfin, même si tu es arrivé ici un peu par hasard, comme tu disais, quel enrichissement, quelle expérience tu en retires aujourd'hui, quel souvenir, même si tu devais partir... dès qu'on sort de classe, tu prends un froid, j'ai pas trop vraiment d'idée. Mais je sais que dans la carrière d'un enseignant, travailler dans un endroit comme Antekoum, c'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui auront cette occasion. Puis pour moi, autant j'ai apporté aux enfants ce que je pouvais leur apporter par rapport au moment de l'expérience, parce que je suis jeune enseignant, en fait, j'ai commencé qu'à la rentrée. Mais moi, ça a été une expérience humaine formidable. J'ai rencontré des enfants de notre horizon. Par eux, j'ai connu leurs parents. Je m'entends très bien avec la majorité des gens du village. Ceux que je ne parle pas, quand ils me voient, c'est toujours un grand bonjour, un sourire. Non, pour moi, ça a été encore une année enrichissante. Ma deuxième année de Guyane, elle est encore enrichissante. Chaque année en Guyane m'apporte une bonification. Je ne suis pas prêt de partir. Et bon, n'étant pas titulaire, je ne suis pas forcément sûr d'être là l'année prochaine. Mais c'est sûr que j'aimerais bien revenir ici une année de plus. Et là en plus ça a été la découverte des Indiens. Ah oui, la découverte des Indiens, parce que moi la seule image que j'avais des Amérindiens, c'est les quelques Amérindiens qu'on découvre à Cayenne ou à Kourou et qui vivent dans un milieu européen, qui ne vivent pas dans leur milieu. Tout à fait. Parce qu'ici, on est filmé là à côté de l'antenne satellite et ils se déplacent en pirogue, on va pêcher, on va chasser. C'est quand même assez reculé, c'est pas Cayenne. Déjà plus près de leur vie. De la réalité. Enfin, la réalité, je la connaissais pas à l'époque, j'ai toujours imaginé. Mais... Non, moi je suis vraiment enchanté de cette expérience. Je demande à l'inspecteur qu'il me remette ici l'année prochaine. Dans sa bienveillance, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup, Patrick. Le 27 février 2007, l'État français a officialisé la création d'un parc national en Guyane. Le parc amazonien couvre une superficie de 38 500 km², soit un tiers du département. Il est constitué de deux types de zones, les zones cœur, où l'activité minière est interdite, et les zones de libre adhésion, où leur paillage et le tourisme ne sont toujours pas réglementés. De nombreuses communautés sont concernées par la zone de libre adhésion, comme les Wayana et les Teko des villages du Haut-Maroni. La pollution au mercure, rejetée par les sites d'orpaillage dans les fleuves de Guyane, est très préoccupante. L'association Solidarité Guyane a effectué des analyses sur le fleuve Maroni. Elles mettent en évidence l'accroissement du niveau d'empoisonnement des populations du fleuve. Cela entraîne indirectement des malformations génétiques, confirmant les craintes des plus éminents spécialistes mondiaux du mercure. Ainsi, l'activité légale ou illégale de l'orpaillage, dans ces zones où vivent de nombreuses communautés autochtones, s'apparente à un ethnocide des peuples premiers, résidant dans ces espaces censés être protégés. Une possible évolution de l'arrêté préfectoral de 1970, dont bénéficient les Amérindiens du sud de la Guyane, est envisagée par les responsables du parc.
La zone interdite est une ligne imaginaire qui traverse le sud de la Guyane, de Maripasoula, côté Wayana, sur le Haut-Maroni, à Kamopi, sur le Yapok, versant Wayampi des pays indiens. Elle interdit à toute personne de pénétrer sur le territoire des Amérindiens sans une autorisation préfectorale qui impose un examen sanitaire pour ne pas transmettre de maladies contagieuses. L'objectif étant de préserver les autochtones du contact encore extrêmement délicat avec les Occidentaux. L'accès à cette zone, toujours en vigueur, devient de plus en plus facile. La création d'un parc en Guyane a été lancée en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Rejeté en 1998 par les élus guyanais, il est relancé en 2003, malgré l'opposition de nombreux chefs coutumiers, aidés par des associations de défense des droits des peuples autochtones et de l'environnement. Ils demandent à ce que leur village soit intégré dans la zone cœur pour les protéger de l'activité aurifère. Ils demandent également le maintien de la zone interdite, ainsi que la reconnaissance de leur propriété foncière, car l'absence de titre de propriété interdit toute action en justice contre les intrusions non autorisées. Malheureusement, ils ne sont pas toujours entendus, à tel point que le jeune Kumale Pleke, en qui les Wayana avaient mis tout leur espoir, a mis fin à ses jours. Kumale Pleke siégeait au conseil d'administration du parc amazonien, où il représentait les instances coutumières du Maroni. Il avait plusieurs fois interpellé Nelly Olin, alors ministre française de l'Environnement, et avait rencontré François Bayrou lors du déplacement de ce dernier en Guyane, afin de l'avertir et de rappeler à tous le sort de son peuple abandonné. Kumale Pleke avait 28 ans. En officialisant la création d'un parc qui omet l'application des décrets déjà existants, l'État français ne respecte plus la volonté de la grande majorité des communautés amérindiennes et fragilise encore davantage leur survie en tant que peuple millénaire, distinct et singulier.